Bonjour à tous, si vous arrivez ici par hasard, je suis Karine Carville, auteure hybride mais pas mutante pour autant. Ici je partage mon expérience de l'écriture de façon professionnelle mais sans me prendre au sérieux. Astuces d'écriture, humour d'écrivain, attention parfois ça pique un peu. Bonne humeur et défi déjanté, si cette chaîne est encore petite on s'y amuse bien. Pour les habitués, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, bisous bye. Ouais je sais, au début ça surprend un peu. La petite review du mois de mars vous a plu et ça tombe bien parce que du coup on va faire une petite review livresque pour le mois d'avril. Alors, première partie de la review, on va commencer par ce que j'ai acheté au mois d'avril. Ce mois-ci, j'ai acheté le tome 2 de Vampire Knight. J'ai lu le tome 1 très bien, vous connaissez l'animé. Je vous en parlerai bien évidemment quand je l'aurai lu. Ensuite, on m'a offert, c'est l'une d'entre vous qui m'a offert Kemono Ito, qui est un livre d'auteur indépendant. Voilà, c'est un manga indépendant avec une super dédicace et j'ai fait tomber le marque-page. Ah non, c'est pas le marque-page, c'est la petite carte de l'auteur. Et j'ai le droit à une super dédicace en plus, voilà. Au début. Donc Kemono Ito, je vais voir ce que c'est. Visiblement, c'est des jeunes gens qui se transforment en animaux. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Merci encore à toi, Émilie, pour ce beau cadeau. Ensuite, malheureusement, je suis passée, alors non pas à la Takunodera à Nantes, parce qu'on n'est pas allé à Nantes, mais je suis passée à la librairie 85. C'est encore un lieu satanique, ça, vous pouvez me croire. Bref, je me suis pris les 3 tomes qui me manquaient de Arc Demon's Dilemma. Voilà. Donc, ça aussi, je vous en parlerai bientôt. Hein. Vous savez que c'est une... c'est du shoujo, hein, donc c'est une romance, mais sur fond fantasy, avec des démons, etc. Donc c'est assez sympa. J'ai lu le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. J'ai été plutôt séduite par ce tome, je vous en parle juste après. Donc, eh bien, évidemment, j'ai pris le tome 2 et le tome 3, que je vais pouvoir lire tranquillement dès que j'aurai un petit moment. Je vous parle dans cette review de Omniscient Reader's Viewpoint parce que non seulement je l'ai acheté ce mois-ci, mais je l'ai un petit peu lu aussi ce mois-ci, je ne pouvais pas attendre. Je vous donne mon avis dessus dans la revue qui vient. Et puis, vous allez aussi retrouver dans cette review Dark Shores que j'ai acheté aussi ce mois-ci. Voilà, j'ai craqué totalement sur le bouquin, je vous en reparle juste après. Allez, deuxième partie de la review, qu'est-ce que j'ai lu au mois d'avril? Comme toujours, je vais me servir de mon carnet de lecture des Carvilou pour pouvoir voir tout ce que j'ai lu au mois d'avril. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait, j'ai lu pas mal de choses. Je pensais pas lire autant au mois d'avril. Et en fait, les livres, romans, mangas, webtoons se sont enchaînés. Et voilà, donc je vais pouvoir reprendre tout ça dans mon carnet de lecture. Alors, combien de livres est-ce que j'ai lu en tout? Du coup, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et le 7e, pour l'instant, j'ai pas encore fait mon petit résumé, mais bien évidemment, il est fini, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc, c'est pas moins de 7 livres dont je vous parle tout de suite. Premier livre lu, Blackwater, La Crue, donc c'est le tome 1 de Michael McDowell. Alors, ce livre-là, il me faisait de l'œil depuis très longtemps, et je pense que quand vous voyez comment la couverture est travaillée, vous comprenez pourquoi, et sans doute que vous n'avez pas pu passer à côté sans vous aussi remarquer ce livre de poche, hein, parce que c'est bien un poche dont il s'agit, à seulement 8,40 €. Alors ça aussi c'est bluffant parce qu'avoir un poche à ce prix-là c'est vraiment absolument génial. J'ai fini donc par craquer et en plus j'ai des amis qui vont payer le tome 2 donc j'ai commencé actuellement le tome 2. Je vous en parlerai certainement sur la review du mois de mai du coup. C'est un livre assez atypique par rapport à ce que je lis habituellement parce qu'on est bien alors sur du fantastique donc ça c'est assez sympa mais un fantastique qui se passe il y a une bonne centaine d'années aux États-Unis. Et le côté très sympa, c'est que bien évidemment, on replonge dans cette époque où, alors oui, il n'y a plus l'esclavage, mais bon, on se sert encore quand même des Noirs pour servir tout le monde. Il y a ces familles blanches richissimes qui dominent la région. Il y a des conflits d'intérêts, bien évidemment, entre les familles. Et la touche de fantastique est apportée par une jeune femme qui débarque vraiment de façon totalement what the fuck. C'est-à-dire qu'elle est récupérée après une crue dans un endroit où elle n'aurait pas dû pouvoir rester, dans de bonnes conditions en tout cas. Et cette Elinor donc est clairement un être surnaturel mais qu'on n'identifie pas. Et alors c'est ce que j'aime bien parce que je me retrouve un petit peu avec du fantastique à la Maupassant. C'est-à-dire que il y a quelque chose mais il n'y a pas forcément des mots qui sont mis sur ce qu'il y a. Et puis il y a tous les gens qui vont prendre plus ou moins parti parce que Elinor va créer un énorme conflit au sein de la famille qui va l'accueillir. Certains, ou plutôt certaines, et tout particulièrement la mère qui est quelqu'un qui aime bien justement asseoir son autorité et manipuler les gens, elle va voir très vite clair dans son jeu, même si elle se trompe sur certaines choses, mais en tout cas elle estime très vite que c'est une personne qui peut nuire en fait à leur société. Et à côté de ça, eh bien on retrouve les enfants, mâles tout particulièrement, qui eux sont plutôt séduits on va dire par Elinor, la trouvent gentille etc.
comme à peu près tout le reste de la population. Sauf que nous, lecteurs, quand même, on a des indices pour se rendre compte que Elinor, elle a un objectif, elle n'est pas là pour rien, elle est arrivée avec la crue, est-ce qu'elle partira avec une prochaine crue? Il y a quelque chose. Donc, moi, j'ai émis pas mal d'hypothèses sur ce tome 1. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse en ayant commencé le tome 2, mais c'est vraiment très très intéressant et c'est des personnages qui sont vraiment bien campés dans une atmosphère assez particulière. Donc, franchement, pour l'instant, j'aime bien. Je me suis mis un petit post-it ici. Donc je vais vous lire ce court passage parce que juste il m'a fait sourire. Il parle un petit peu de la relation de couple puisque Elinor finit par se mettre avec Oscar. Ah, si vous voulez pas de spoil sur mes reviews livresques, c'est mort. Hein. Voilà, je vous parle des bouquins et évidemment je spoil un petit peu. Qu'en penses-tu Oscar? Demanda-t-elle sur un ton qui ne souffrait aucune contestation. Et là c'est la maman qui s'adresse à Oscar. Hein. Oscar se tourna vers Elinor. Celle-ci ne dit rien, ne scia pas, ni ne changea d'expression. Elle ne livra aucun indice quant à ce qu'elle pensait qu'il devait répondre. En vérité, seule son ignorance masculine empêchait Oscar de comprendre qu'aucun indice était en soi un indice suffisant. Je vous ai donné un petit peu le ton du truc, alors c'est pas drôle comme ça tout le temps, mais c'est assez fin, c'est vraiment très sympa. Et donc je pense que là le tome 2, je l'ai commencé, il me plaît bien, donc je pense que je vais enchaîner la série tranquillement. Et puis quel plaisir d'avoir un livre aussi beau dans cette bibliothèque. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des Carnets de l'apothicaire. Je vous avais dit que je l'avais pris. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, à tel point que j'ai été me chercher les tomes 2 et 3. Je trouve ça assez sympa. Les dessins déjà sont assez jolis. C'est plutôt sympathique de ce côté-là, voilà. Et j'ai bien aimé parce que on est effectivement sur des petits complots, sur une jeune fille qui a des compétences, qui hésite un petit peu à les montrer parce que montrer qu'on a des compétences quand on est un peu prisonnière au sein de la cour royale, c'est potentiellement s'attirer des ennemis, c'est se faire remarquer et c'est pas forcément ce qu'elle veut. Pour remettre le contexte, Mao Mao s'est fait kidnapper quand elle avait 17 ans. Et en fait, ses ravisseurs, quelque part, la louent au palais royal, voilà, en tant que bonne à tout faire, hein, en tant que boniche, esclave, vous mettez le terme que vous voulez derrière. Sauf que Mao Mao, elle a vécu toute sa vie avec un herboriste qui lui a appris plein de choses, elle a de véritables connaissances qui vont s'avérer utiles aux femmes du palais et donc au harem, bien évidemment, dans son entièreté. Vous comprenez vite pourquoi elle peut se faire des ennemis, parce que si une femme tente d'en empoisonner une autre, mais que Mao Mao arrive avec un antidote, eh bien la stratégie échoue. Bref, le premier tome m'a plutôt convaincue. Donc je vais lire la suite tranquillement et je vais voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai lu le dernier Gentelet, Azincourt partant de pluie. Alors là, ça me change énormément aussi de mes lectures du moment, on va dire ça comme ça, et ça a été absolument passionnant. Gentelet, j'ai eu peu souvent l'occasion de le lire, mais je l'avais déjà lu. Et ce qui m'avait beaucoup plu déjà dans ce que j'avais lu, c'était que il rendait l'histoire accessible et très humaine. Très souvent gore aussi, mais malheureusement l'histoire est souvent faite comme ça, de choses assez gore. Donc c'était vraiment très très sympa. Alors le livre n'est pas épais, hein, il fait 200 pages, donc ça se lit vraiment facilement. Il est passionnant. Il est passionnant parce que c'est l'histoire de la plus grandiose des fêtes françaises qui va se produire. Vous allez retrouver bien évidemment énormément de personnages historiques dedans. Et j'allais dire, si vous les remettez pas tous, c'est pas grave. Dans l'idée, vous avez 6000 soldats en fuite d'un côté avec leur roi qui tente désespérément de rejoindre Calais pour essayer de s'en sortir en fait et de rejoindre les côtes anglaises. Ils ont subi la dysenterie, ils ont subi des défaites, ils sont en haillons pour la plupart, avec un roi hyper sévère qui leur dit on continue, on avance. Enfin voilà, c'est vraiment une fuite en avant en fait du côté des Anglais. Et de l'autre côté, vous avez 30 000 Français avec tous les nobliaux à leur tête, ainsi que le prince héritier qui arrive en se disant hé hé hé, super, on va se faire des Anglais. 30 000 contre 6 000, la victoire semble jouée d'avance, sauf que quand la connerie humaine s'en mêle, en fait, rien n'est joué d'avance. Et du coup, c'est une très très belle leçon, on va dire, d'humilité et de modestie qu'ont pris les Français à Azincourt. Moi, mon personnage préféré, on va être clair, c'est celui de la petite prostituée. Fleur de Lys, qui est absolument extraordinaire. De mère en fille et de grand-mère en petite fille, elles ont toutes connu le champ de bataille. Voilà, elles sont là pour, on va dire, soulager les soldats la veille de la bataille et qu'ils dorment bien. Sauf que des batailles, elle en a vu plein et donc elle a forcément un avis sur ce qui se passe. Et c'est la seule, finalement, qui a un avis réaliste et qui a un avis militaire clair et intelligent sur ce qui va se passer. C'est truculent. Attention, parce que gore, grossier, enfin bon voilà, vous êtes au sein d'une armée qui ne mâche pas ses mots. Mais franchement, la situation est juste absolument ubuesque. Donc si vous avez envie de lire
Un petit gentelet parce que vous n'en avez peut-être jamais lu. Si vous avez envie de lire une situation militaire absolument improbable et pourtant qui s'est passée, Azincourt partant de pluie, je ne peux que vous le recommander. Alors on va changer, mais tellement de domaines. J'ai lu le tome 2 de Dinosaur Sanctuary. Franchement, je me demandais si je le prenais, si je le prenais pas. Mais le tome 1 se finissait sur un foutu cliffhanger. Où en fait, on apprenait que, petit spoil, le père de la jeune fille que l'on suit, qui devient soignante pour dinosaures, était mort en fait à cause d'un dinosaure. Et surtout que le nouveau confrère de cette jeune fille, celui de qui elle doit un peu tout apprendre, était peut-être en partie responsable de cette mort. Donc moi, vu le cliffhanger du tome 1, je me suis ruée sur le tome 2 en me disant en fait, ça partait un peu documentaire animalier, dinosaures, un peu comment créer un parc à dinosaures, machin. C'était sympa, les personnages étaient sympas, mais au niveau intrigue, il n'y avait pas besoin, voilà, on se tapait pas les fesses par terre, quoi, voilà. Et donc, quand j'ai vu la fin du tome 1, je me suis dit, retournement de situation, mon coco, ça va être trop bien. Voilà, on va apprendre des trucs de dingue, il va y avoir une vraie tension entre eux, etc. Ah, mon Dieu, quelle déception. En fait, finalement, il lui raconte bêtement ce qui s'est passé, ça passe comme une lettre à la poste, elle ne lui en veut pas, et il continue de s'occuper des dinosaures. Alors après, ça reste quelque chose d'assez sympa, parce que finalement, c'est un bel apprentissage aussi de la vie à travers ce qu'on peut faire avec ces animaux ou pas. Cette jeune femme qui prend soin des animaux, jusqu'à pour certains les ramener chez elle parce qu'ils sont tout bébés et qu'ils ont besoin de sa présence H24, eh bien elle se rend compte que parfois il y a des choix difficiles à faire, que il faut parfois faire le meilleur choix pour eux qui n'est pas forcément celui qu'on aurait préféré. Bref, ça reste quelque chose d'assez sympathique et encore une fois, on a un petit cliffhanger à la fin qui fait que je pense que j'irai me chercher le tome 3 parce que c'est frais, c'est léger, c'est sympa. À la fin, le cliffhanger, c'est que tout d'un coup, on comprend qu'il y a de très nombreux collègues. Chacun a un secteur d'activité en fait privilégié et on va tous les découvrir petit à petit et donc en découvrir plus sur ces dinosaures au fur et à mesure de nos lectures. Bref, ça reste finalement assez jeunesse, assez enfantin, mais ça se lit bien. Et moi, je trouve qu'entre deux grosses pavasses, deux gros romans à lire, un petit Dinosaur Sanctuary, ça passe bien et c'est assez sympa. Et puis bon, quand on est une gameuse qui joue sur Arc, on peut quand même pas passer à côté d'un manga qui parle de dinosaures. Donc j'assume et j'irai certainement prendre le tome 3. Laissez-moi vous parler maintenant de mon chouchou, mon bébé, mon préféré, mon amour, Eragon de Christopher Paolini. Voilà. Je vous présente quand même le livre que j'ai depuis mes 20 ans, quelque chose comme ça. Je ne l'ai jamais relu. Je ne l'ai jamais relu parce que je ne relis pas mes livres, même les livres que j'ai énormément aimés comme Eragon, qui reste une de mes références. La seule saga que j'ai relue, c'est la saga de J.M. Howell, Les Enfants de la Terre, parce que celle-là, je la trouve absolument fascinante. Mais Eragon, j'ai beau le porter dans mon cœur, eh bien, je ne l'ai jamais relu. Sauf que j'ai découvert les livres audio. Et donc, mon fils avait téléchargé sur son compte Eragon, il l'a lu en audio. Et je me suis dit, et est-ce que j'essaierais pas, moi, de le lire en audio aussi ? Et je suis tombée amoureuse à la fois du comédien, de celui qui lit Eragon, voilà, qui lit le texte, mais aussi de la relecture finalement d'Eragon. C'est une relecture qui me plaît beaucoup, pourquoi ? Parce qu'en fait le livre audio, je peux le lire à des moments où je ne peux pas me poser pour lire. Et du coup j'ai le plaisir, en voiture, le matin quand je me prépare, le soir peut-être quand je suis sur le point de m'endormir, quand j'ai pas envie de lire forcément quelque chose, d'écouter l'audio d'Eragon et c'est un véritable plaisir. J'ai mis 1 mois et demi quand même à le lire. Je crois qu'il y a autour de 25 heures d'écoute, quelque chose comme ça. Donc ça se fait pas, voilà, j'ai pas 2 ou 3 heures par jour à consacrer à l'écoute. Donc c'est 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là, c'est un peu morcelé. Mais j'ai pris énormément de plaisir du coup à relire ce livre, à tel point que je me suis pris le tome 2 et je pense que je vais me refaire toute la série comme ça. Surtout que j'ai Murtag qui m'attend dans ma pile à lire et donc j'aimerais bien tout relire d'abord avant de m'attaquer à Murtag. Franchement, si vous aimez la fantasy, si vous n'avez jamais lu Eragon, mais lisez-le, vous allez tellement kiffer. Après un roman, paf, une petite lecture détente. J'ai été chercher celui qui est sorti ce mois-ci, Omniscient Reader's Viewpoint. Vous savez que j'avais aimé le tome 1, je vous en avais parlé le mois dernier. Franchement, ce webtoon tient ses promesses pour l'instant. Déjà parce que je trouve qu'au niveau qualité, il se pose là, il est vraiment très sympa. Les images sont toujours à mon goût et tout se passe bien. Et puis, on est vraiment d'un niveau pour moi un peu solo leveling quand même. On est vraiment sur une très très bonne histoire. Donc pour rappel, en fait, c'est l'histoire de Dogja qui a lu pendant 10 ans un roman en chapitres sur son téléphone. Pendant 10 ans, il a suivi ça tous les jours, toutes les semaines, etc. Il y a plus de 3000 chapitres.
Et alors qu'il vient de lire le dernier chapitre, le texte disparaît finalement de la plateforme et des monstres apparaissent sur Terre. Et il se rend compte que c'est le début du livre auquel il avait accès, le livre qu'il lit depuis 10 ans. Et donc finalement, il est certainement le seul humain sur cette Terre à comprendre ce qui se passe et à voir quels sont les enjeux et peut-être à pouvoir sauver l'humanité. Sauf que, ce que je trouve assez intéressant dans ce tome 2, c'est que je me demande vraiment quelles sont les motivations de Dokja. Est-ce que vraiment il veut sauver tout le monde ou est-ce qu'il joue un peu solo ? Il y a des streams qui sont diffusés et qui montrent les mésaventures en fait des êtres humains. Il y a des sponsors qui s'appellent des constellations qui leur donnent des pièces pour que les humains puissent acquérir de nouveaux pouvoirs. C'est vraiment très sympa. Il y a une vraie stratégie qui se met en place et comme toujours dans ces moments difficiles de l'humanité, moi je trouve qu'au niveau psychologie on n'est pas si mal. Alors vous savez que la psychologie dans mes romans c'est déjà mon dada. Eh bien là on n'est pas mal non plus. Franchement on voit bien l'évolution des personnages, mais aussi l'évolution de la société. Et c'est pas mal, c'est intéressant. Donc forcément, j'irai me chercher le tome 3. Et puis, dernière lecture du mois. Qu'est-ce que je me suis régalée, les amis. Dark Shores de Daniel L. Jensen. Franchement, j'ai pris ce livre entre les mains de chez Big Bang, hein, l'éditeur Big Bang. J'ai pris ce livre entre les mains parce que j'ai juste trouvé qu'il était magnifique. Et que la couverture me donnait envie. Quand je dis à mes coachés que les couvertures c'est important, il faut faire de bonnes couvertures, vous en avez la preuve. Derrière, j'ai lu cette histoire du fait que c'était finalement un monde séparé entre l'Est et l'Ouest, que l'Est ne devait pas connaître l'Ouest, que l'Ouest ne devait pas connaître l'Est, et que seul finalement un peuple qui s'appelle les Maharins passait de l'un à l'autre mais sans révéler le secret, et qu'on allait donc du coup voir que l'une de ces Maharins va par amitié, trahir finalement ce secret, ce qui va entraîner toute une série de problèmes et qu'elle va se retrouver finalement avec le commandant d'une légion et toute sa légion à bord de navires pour passer, cette fois-ci, à l'Est. Il y a un côté très romantique et au niveau à la fois des personnages, de la société qu'on nous présente à l'Ouest au départ, mais aussi au niveau politique. C'est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a bien évidemment la construction de la relation entre Terriana et Marcus qui est très très bien faite. Merci Daniel L. Jensen, ce n'est pas de la romantaisie. Oui, on sent arriver quelque chose. Oui, on voit bien le slow burn. Ok, d'accord. Mais c'est pas le cœur du truc. Le cœur du livre, c'est vraiment le problème de est-ce que je trahis en fait un secret millénaire où il y a des dieux qui me demandent de garder ce secret pour moi pour sauver mon peuple. Ça, c'est la vision de Terriana. Et puis du côté de Marcus, eh bien, c'est est-ce que finalement j'obéis à ce qu'on me demande et je commets déjà des actes injustes pour sauver ma famille. C'est vraiment très très bien foutu. L'héroïne, elle a un côté badass, mais, ce que j'aime, c'est que c'est pas la badass qui est poussée à son paroxysme. C'est une jeune fille avant tout qui est très attachée à sa mère, qui est la capitaine du bateau, et en plus qui a une filiation en fait un peu plus haute, mais ça on l'apprend après, et qui respecte énormément sa maman par exemple. Et ça c'est vachement chouette parce que même si Terriana fait parfois des conneries, eh bien elle se fait réprimander par sa mère et elle accepte les réprimandes et les punitions parce qu'elle sait qu'elle a fait une connerie. Donc en fait voilà, elle accepte l'autorité maternelle et ça j'ai trouvé que c'était très très bien vu. On voit aussi le déchirement que c'est quand elle doit se séparer des siens. Donc ça c'est vraiment chouette parce que elle est pas sans cœur, elle est pas froide, elle est pas je vais réussir à tout faire et à tout gérer. Non, je veux dire le soir elle pleure dans son lit mais elle a retenu ses larmes toute la journée mais elle pleure tout de même. Elle est très humaine et Marcus aussi. Marcus, ce commandant de légion, de cette légion qui fait peur à tout le monde, qui passe pour la pire légion de brutes qui existe. Et on s'aperçoit que sa réputation est tellement usurpée aussi sur certains côtés. Bref, c'est vraiment génial. Je ne peux que vous conseiller de le lire. Oui, ok, c'est le tome 1. J'espère que le tome 2 sort bientôt. Faut que je regarde. Et franchement, c'était encore une très 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 bonne lecture pour ce mois-ci. Voilà, comme d'habitude, vous savez que c'est une revue assez hétéroclite parce que j'aime lire plein de choses différentes. J'espère retrouver dans ma communauté des gens qui aiment aussi lire plein de choses différentes et que du coup, ce genre de review va vous parler. Voilà, ici, on ne parlera pas que de polar, on ne parlera pas que de romance, on ne parlera pas que de romans ou que de manga. On va faire un gros mélange des deux. Donc je ne peux que vous conseiller bien évidemment de suivre ces reviews de mois en mois.
Tout comme je ne peux que vous conseiller de vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, pour ne pas louper les prochaines reviews, mais surtout de vous abonner à ma chaîne Twitch, parce que tous les mercredis soirs, on a un club de lecture qui s'appelle le LAM, le lit avec moi, dans lequel on retrouve d'autres chroniqueurs qui ont d'autres passions que moi, parfois au niveau des livres, et qui vont venir vous présenter leur coup de cœur à eux. Donc n'hésitez pas à rejoindre le LAM le mercredi soir. Alors sur le mois de mai, le 1er et le 8 mai, bien évidemment, il n'y a pas, parce qu'on est tous un peu en famille, on bouge, etc. Mais à partir du 15 mai, le club de lecture reprend, donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Petit moment de publicité, et je vous suggère de vous abonner à ce compte Instagram. C'est un des chroniqueurs du LAM, il s'appelle le Tsundoku. Oui, parce qu'il aime beaucoup acheter beaucoup de choses et collectionner un petit peu les livres, on va dire. Voilà. Surtout manga, là pour le coup, vous ne vous y tromperez pas, on va parler que manga sur son compte. Et franchement, il a lancé son Instagram cette semaine, c'est une pépite, voilà, c'est très très beau ce qu'il fait. Donc, on va par là, on fait un petit clic, on s'abonne, et je vous remercie pour lui. Bon ok, je lui fais un petit peu de pub parce que c'est mon fils. Chut. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime et des commentaires, ça va aider un petit peu l'algorithme à montrer ce que je fais sur cette chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui participent à l'expansion de cette chaîne. Et puis je vous dis au mois prochain pour de nouvelles reviews et bien avant ça pour des chroniques, des vlogs et tout un tas de choses. Allez, bisous, bye!